Des nouveautés côté infrastructure, puisqu'on parle Trusted Platform Module TPM, qu'est-ce que ce truc-là, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On parle aussi de EC2, Autoscaling et de backup, mais des nouveautés également dans le monde du serverless avec Step Function et dans le monde du développement mobile avec Amplify et Amplify sur Android. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous écouter tous les vendredis, un nouvel épisode du podcast AWS en français, une semaine sur deux avec un invité qui parle de son retour d'expérience, et puis une semaine sur deux, j'essaye de vous débriefer les nouveautés principales sur AWS des 2 dernières semaines. Quand je dis principales, c'est biaisé forcément, c'est avec mon angle, celui que je pense est intéressant pour vous, celui du dev, du DevOps, du système, avec pas mal de nouveautés que j'ai accrochées cette semaine, et on va commencer sans tarder avec Trusted Platform Module, TPM. C'est quoi TPM ? En général, TPM, c'est un chipset qu'on met dans les machines qui permet de stocker des secrets dans la machine qui ne sont ainsi pas visibles au système d'exploitation. En tout cas, pas stockés dans le système d'exploitation. Typiquement, là-dedans, vous allez mettre des clés de chiffrement, typiquement des clés de chiffrement disque. Je crois que c'est l'usage le plus fréquent si vous voulez chiffrer vos file systems. Je ne parle pas avec EBS, je parle du chiffrage du chiffrement au niveau du système d'exploitation, avec BitLocker par exemple, ou avec Lux sous Linux. Eh bien, le TPM vous fournit un endroit où vous pouvez stocker vos clés sans que le système d'exploitation puisse y accéder. Ça permet de faire un peu plus également, ça permet de stocker des configurations du système, ce qu'on appelle des registres, et de pouvoir déverrouiller les clés uniquement si les configurations du système sont inchangées. Donc, ce qui vous permet de booter toujours dans un état connu en matière de configuration du système, et d'éviter de booter si jamais le kernel a changé. Par exemple, imaginez un malware qui essaye de s'injecter dans votre kernel. Et bien, un module TPM pourrait détecter ça et empêcher le boot de la machine. Alors, ce sont des modules hardware, donc comment est-ce qu'on met du TPM dans le cloud ? Eh bien, jusqu'à présent, on ne les mettait pas, sauf depuis reInvent où on avait annoncé la future disponibilité de Nitro TPM. Et bien voilà qui est chose faite. Nitro TPM est disponible maintenant sur certains types d'instances, certaines familles d'instances EC2. Donc, allez jeter un coup d'œil sur le blog post qui est évidemment dans les notes de ce podcast. Vous aurez tous les détails sur les régions et les familles qui sont supportées. Sachez que Nitro TPM est basé sur Nitro. Nitro, c'est le système de virtualisation, moitié hardware, moitié logiciel, créé, inventé, conçu par AWS, qui permet d'avoir des accès rapides à haute bande passante sur EBS ou des accès réseau, puisque une bonne partie de la virtualisation sur AWS se fait maintenant par du matériel qui se trouve dans nos serveurs, ce fameux système Nitro. Et donc c'est sur Nitro et sur le module sécurité de Nitro que se base ce Nitro TPM également. Dans le blog post que j'ai écrit, je vous mets aussi comment démarrer avec BitLocker sous Windows, puisque je vous l'ai dit, c'est le cas d'utilisation le plus courant d'un usage TPM. Ça vous permettra d'utiliser des versions récentes de Windows également. Et puis, si vous avez besoin de faire du Secure Boot, bien Nitro TPM permet de débloquer ce use case également. Donc, Nitro TPM disponible dans toutes les régions, sauf en Chine, sur la plupart des familles d'instances C2, en tout cas les instances qui sont basées sur Nitro, c'est disponible sans frais supplémentaires dès aujourd'hui. AWS Backup continue d'enrichir son offre et continue d'ajouter des services qu'il permet de backuper. Donc AWS Backup, c'est ce service entièrement managé qui permet de centraliser vos backups et surtout de démontrer la conformité de vos backups. Vous pouvez ainsi démontrer que vous avez un plan de backup à jour qui fait des backups synchronisés entre différents systèmes, par exemple S3 et EC2. Il rajoute 2 autres services à sa longue liste de services, c'est Amazon FSx pour NetApp ONTAP et Amazon FSx pour OpenZFS. Ce sont des longs noms, je dois prendre ma respiration avant de les dire. Donc FSx, c'est ce système de file system entièrement managé qui existait pour Windows depuis assez longtemps, pour Lustre également. Plus récemment, on a introduit FSx pour NetApp ONTAP, vous savez, le système de gestion de données cloud proposé par NetApp. Donc vous pouvez maintenant créer un système NetApp ONTAP entièrement managé avec Amazon FSx, et même chose avec OpenZFS. ZFS, je pourrais en parler longtemps parce que j'ai travaillé pour
pour la société qui a créé ZFS il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, une quinzaine d'années. ZFS, c'est ce système Zettabyte File System qui avait introduit pas mal de concepts assez intéressants à l'époque et nouveaux à l'époque, qui ont été copiés depuis, notamment ce concept de snapshot, de copy on write. Bref, si vous voulez créer des systèmes ZFS dans le cloud, vous pouvez soit tout vous palucher à la main, vous installez tout ça à la main sur de l'EC2, ou utiliser Amazon FSX pour OpenZFS. Et en plus, il vient d'être rajouté à la liste des systèmes supportés par AWS Backup. Donc si vous utilisez Backup, maintenant vous pouvez également backuper vos systèmes NetApp ONTAP sur FSX et ZFS sur Amazon FSX. Je reste dans le monde de EC2 et de l'infra avec une petite nouveauté qui m'a fait un peu sourire quand j'ai lu la nouvelle. C'était jeudi 19 mai que la nouvelle a été postée. Autoscaling prédictive dans le passé. Fait des prédictions dans le passé. Donc autoscaling, c'est ce service managé de EC2 qui vous permet de rajouter de la capacité ou d'enlever de la capacité à votre flotte d'instances EC2 en fonction d'événements qui se passent à l'extérieur. Ça peut être un appel d'API, mais la plupart du temps, c'est une alarme CloudWatch, donc une métrique qui dépasse un seuil que vous avez défini et qui déclenche une mise à l'échelle de votre système. Autoscaling est réactif puisqu'il faut que l'alarme se déclenche, il faut que l'instance EC2 boot, soit rajouter un load balancer la plupart du temps, donc c'est réactif, ça peut prendre un peu de temps. Et certains d'entre vous nous disaient que ça serait bien d'avoir de l'autoscaling proactif parce que il y a certaines patterns qui se répètent. On sait par exemple qu'entre 8h et 9h du matin, je dois doubler ma taille, ma flotte d'instances, la taille de ma flotte, parce que c'est l'heure où mes employés arrivent et commencent à se connecter au système, etc. Et donc on avait introduit il y a quelque temps déjà de l'autoscaling prédictif qui utilise de l'apprentissage machine pour observer les patterns de votre scaling et proactivement appliquer les patterns qui sont répétitifs et qui sont prévisibles. Et bien ce qu'on rajoute cette semaine, c'est la possibilité de vous faire des prévisions de scaling pour le passé. Donc je m'explique, ça a l'air un peu antinomique comme ça, mais il y a une raison. L'idée, c'est que le système peut maintenant vous faire des prévisions de ce qu'il aurait fait dans le passé, et donc vous pouvez comparer la courbe de l'autoscaling prédictif, ce qu'il aurait fait dans le passé, avec ce qui s'est réellement passé, et donc vous pouvez ainsi gagner confiance, vous pouvez ainsi tester votre autoscaling prédictif sur base de votre scaling réel de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Voilà, donc ce qu'on appelle en anglais du backfill predictive scaling, du scaling prédictif dans le passé. Ça m'avait amusé, cette antinomie dans le titre vous permet donc de valider la précision des prévisions de autoscaling prédictif. J'avais dit qu'il y aurait des news pour les développeurs serverless également. Un des services les plus méconnus, alors pas les plus méconnus, mais qui mériterait à être beaucoup plus connu, c'est AWS Step Function. Step Function, c'est un moteur d'exécution serverless pour exécuter à l'origine des fonctions lambda. Donc vous pouvez le voir comme un orchestrateur de fonctions lambda. Mais Step Function permet maintenant d'appeler à peu près, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais permet d'appeler des services AWS en direct. Donc vous pouvez appeler du DynamoDB, appliquer quelques transformations de JSON, et puis appeler un autre service. Donc c'est vraiment un moteur d'exécution, un moteur de workflow serverless dans le cloud. Il s'enrichit cette semaine d'une nouvelle console qui vous facilitera notamment le débugage des Step Function, puisque c'est un environnement, je ne vais pas dire no code, mais en tout cas low code pour pouvoir implémenter des business process. Il est important de pouvoir les débugger, et donc avec 3 nouvelles vues, la vue graph typique, mais également une vue table et une vue basée événement. Vous aurez grâce à cette nouvelle console, plus de facilité pour débugger vos Step Functions. C'est Benjamin Smith qui a écrit le blog post qui annonce cette nouvelle fonctionnalité, et vous retrouvez comme d'habitude le lien sur le blog post dans les notes de ce podcast. Et puis une brève pour terminer, si vous développez des applications mobiles pour Android avec Amplify, sachez que le Amplify Android Library est disponible maintenant en Developer Preview. Donc c'est une nouvelle librairie cliente. Donc Amplify, c'est 2 choses. C'est une ligne de commande qui vous permet de provisionner de l'infrastructure cloud en back-end extrêmement facilement. Donc des API GraphQL, une base de données NoSQL, un système d'authentification, pour ne mentionner que cela. Et puis de l'autre côté, il y a une librairie à mettre dans votre application qui facilite
facilite les appels à ces fonctions cloud, qui est on peut voir ça comme une couche au-dessus du SDK. Le SDK est très très bas niveau, hein. C'est un mapping one-to-one avec les API. La librairie Amplify vous permet de simplifier tout ça et en quelques lignes de code interagir avec l'infrastructure cloud que vous avez ainsi créée avec Amplify, la ligne de commande. Bien, maintenant qu'on a expliqué ce que c'est qu'Amplify Client Library, vous comprenez que ce que c'est qu'Amplify Android Library, c'est une librairie écrite dans le langage de programmation Kotlin, vous savez, ce langage de programmation inventé par JetBrains et qui devient le standard qui a été adopté par Google et qui devient le standard de développement pour Android. Et bien donc basé sur le SDK pour Kotlin que nous avions annoncé il y a quelques temps, il y a maintenant la librairie Android basée sur Kotlin également. Un des gros avantages, outre le fait qu'elle soit native en Kotlin et plus en Java, elle vous permet aussi de donner une meilleure visibilité sur l'état interne du state machine, par exemple pour les fonctions d'authentification. Elle vous permet également de mieux et de plus facilement débugger vos applications. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers la doc. Essayez ça si vous êtes développeur mobile sous Android avec Amplify. Voilà pour les nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera vendredi, un nouvel épisode du podcast. Il est déjà enregistré, il est déjà en boîte. Je parlerai IML et sécurité, parce que c'est un aspect qu'on ne regarde pas toujours. Quelle est la sécurité et la conformité qu'il faut appliquer à des modèles d'apprentissage machine? Alors évidemment, il y a des choses classiques comme sécuriser sa endpoint, l'authentification, la sécurité des données adresses, etc. Mais il y a des choses très spécifiques liées à l'entraînement des modèles et liées à la mise en production des modèles avec des attaques qui peuvent se faire sur des modèles. On vous expliquera tout ça la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 109 du podcast AWS en français. Rendez-vous vendredi prochain pour tous les détails et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.